Vous êtes actuellement sur la deuxième partie de l'interview de Pierre Angelo qui porte sur la thématique du prêt immobilier. Si ce n'est pas déjà fait et avant de visionner cette deuxième partie, nous vous invitons à regarder la première partie de la vidéo. Sur ce, bon visionnage à tous. Si les frais d'agence sont à la charge de l'acquéreur, comme je disais tout à l'heure, il faudra sortir 20 000 plus les 20 000 de frais d'agence. Alors d'ailleurs, ça je vais rebondir depuis tout à l'heure dessus. Ça, c'est la plupart des banques. On va dire peut-être 85% des banques, 90% des banques, mais le 110%, Pierre, c'est possible. Les 110%, aujourd'hui, c'est très compliqué. Très compliqué. C'est très compliqué. Je pars du principe qu'il ne faut pas partir du postulat que c'est possible en misant tout son projet là-dessus, en fait. Si vous vous lancez sur un projet en disant « je vais faire du 110%» et qu'à l'instant T, on est en janvier, les banques sont ouvertes, mais le temps que vous fassiez un projet, de chercher le bien, de signer un compromis, il va se passer 6 mois, 9 mois, 1 an. Si au moment donné vous faites le projet, la politique des banques a changé et qu'il n'y a plus le 110, vous l'avez dans l'os. Donc il vaut mieux vous dire, il faut que j'ai même 20%, parce que 10% pour les apports et 10% pour le résiduel, comme je disais tout à l'heure. Le courtier après, s'il peut faire en sorte de vous faire économiser ces 10%, il va le faire. Mais s'il ne peut pas, au moins vous savez que vous pouvez rebondir avec une banque qui va vous obliger à mettre ces 10%. Et vous n'avez pas annulé votre projet à cause de ça. Parce que attention, le 110, si vous avez une banque qui le fait et que vous êtes obligé de passer par cette banque, le taux, il ne faut pas rêver, il sera pourri. Le 110, ça augmente le risque financier et ça veut dire qu'en gros, cette banque, elle sait que vous ne pouvez passer que par elle. Donc je peux avoir 0,5 ou 0,10 ou 0,20 de décote. Non, vous aurez le taux que la banque vous dit. Okay, donc attention à ça. Donc c'est un petit bonbon, un petit plaisir, mais qui sera à chercher par le courtier. Mais il ne faut pas partir en disant je ne fais le projet que si j'ai du 110. Donc au niveau des frais, donc comme j'ai dit 10%, frais de notaire et frais de garantie, c'est différent dans le neuf, mais on reviendra tout à l'heure parce qu'il y a un sujet sur le neuf et l'ancien. Donc les conditions suspensives, une fois que vous avez passé vos 10 jours, hop, vous êtes dans les conditions suspensives. Conditions suspensives, comme son nom l'indique, c'est tout ce qui peut suspendre le crédit et la transaction de l'achat. Ça protège les deux parties, le vendeur et l'acquéreur. Ça protège l'acquéreur parce que ça oblige le vendeur, pendant la période, quand vous signez un compromis, c'est le compromis qui protège les deux, l'acquéreur et le vendeur, quand vous signez un compromis, le vendeur, il est bloqué pendant 3 mois. C'est-à-dire que vous avez fait une offre à 300 000 euros. Demain, après signature du compromis, il a une offre à 330 000, il ne peut plus l'accepter. Il est engagé dans le compromis. Okay, de l'autre côté, ça protège aussi le vendeur parce que les conditions suspensives qui sont indiquées dans le compromis va obliger l'acquéreur à faire les démarches pour obtenir son prêt. Un bien est bloqué 3 mois. Pendant 3 mois, il peut avoir d'autres offres. Si en plus il doit vendre ce bien-là pour acheter un autre bien, il a intérêt à avoir un acquéreur sérieux. Donc la simulation fait le premier travail. Potentiel accord de principe des banques peut encore assurer, mais les accords de principe des banques qui sont faits même en début de compromis, ça n'a aucune valeur. Non, moi je sais. Donc j'ai des clients qui me disent j'ai besoin d'un accord de principe. Ouais. Je peux vous faire une simulation si vous voulez, mais je ne peux pas vous assurer noir sur blanc. Oui, je vous suis pour votre projet tant qu'il n'y a pas de compromis de signé, quoi que ce soit. Moi, je vais être assez radical, ça n'a aucune valeur. Parce qu'un accord de principe qui est fait à la signature du compromis, si dès le lendemain de la signature du compromis, l'acquéreur il fait un crédit conso où il ouvre une réserve d'argent, ça fausse complètement son endettement et ça remet en cause totalement l'accord de principe qui a été signé au départ. Donc, c'est pour ça que nous d'ailleurs, lorsqu'on fait des simulations, tu dois savoir, David, toi aussi, tu sais, tu as 2-3 pages avec les conditions financières, etc. Et ensuite, tu as une quinzaine de pages avec tout simplement cette simulation ne fait pas foi comme offre de prêt immobilier, etc. Et on vous demande vraiment, lorsqu'on demande la simulation, à la rigueur, si on l'imprime, on imprime les 2-3 premières pages. Mais sinon, on envoie toute la simulation par mail avec PMS et disclaimer en disant attention, c'est pas une offre de prêt parce que des clients ils sont tellement pris dans leur projet qu'ils se disent ça y est, j'ai la simulation, mais ça c'est l'offre de prêt, ça y est, je suis propriétaire, j'ai acheté, la banque m'a suivi. Que non, c'est pas le cas. La plupart des particuliers ne sont pas au courant de tout ce qu'on est en train de dire là. En fait. Exactement. L'accord de principe est vu comme une offre de prêt, je le vois au quotidien dans mon travail. Comme disait Pierre Angelo, même le banquier des fois il se perd un peu entre les différents documents, et il sait même plus à quelle étape il en est. Il faut prendre conscience, et ça c'est important.
vous avez un délai après le compromis pour rechercher un financement. Ce délai, il est de 2 mois, je disais les conditions suspensives. En gros, vous recherchez un bien à partir, là on est quoi, le 23, 24, 25 mars. Voilà. 24 mars. Le temps de trouver le bien, mettons, vous trouvez un bien, vous faites une offre début avril, vous allez signer un compromis début mai, on va dire 1 mois. Si vous signez un compromis le 5 mai, vous allez avoir des conditions suspensives au bout de 2 mois, la fin des conditions suspensives, donc 5 juin, 5 juillet, et vous allez avoir une signature au bout de 3 mois, donc le 5 août. Vous allez me dire, c'est long. Vous allez voir que quand vous allez être dedans, ça va passer comme une balle. Ouais. Okay. Un point important, quand vous faites un compromis, les mairies ont 2 mois pour réquisitionner le bien. Ouais, exactement. Okay. Il y a un terme pour ça. Notaire, préemption, délai de préemption. Voilà, délai de préemption. Si elle réquisitionne le bien, la mairie est obligée de l'acheter au prix indiqué dans le compromis. C'est pour ça qu'il n'y a pas de transactions qui vont se faire en moins de ce délai-là. Et les conditions suspensives peuvent être prorogées si besoin, c'est-à-dire rallongées. Si besoin. Ouais. Par exemple, si la banque n'a pas encore pu éditer les offres de 15 jours de plus, 20 jours Alors, de plus. c'est là où c'est important aussi de passer, excusez-moi, ami banquier, par un courtier, parce que effectivement, si vous faites votre crédit tout seul de votre côté et que ça met du temps et que au 50e jour, vous dites à votre notaire c'est un peu compliqué, est-ce que je peux rallonger les conditions suspensives? Il va dire, oh là, ça sent le sapin, cette histoire. J'ai pas de nouvelles depuis le début. La 10e expression là, est tombée. Une demande de proroger. Il n'y a aucun justificatif de dépôt de dossier, aucun justificatif de prise en charge par une banque. Il va vouloir refuser. Si par contre vous avez un courtier qui a déposé une attestation de dépôt de dossier, qui entre-temps a informé qu'il y avait tel choix de banque, qu'il y a eu un rendez-vous en banque, que les offres de prêt vont prendre un peu de retard, mais qu'il y a eu déjà la validation de l'organisme de caution, la prorogation elle va se faire les doigts dans le nez. Parce qu'un vendeur il va préférer perdre 10 à 20 jours que repartir sur un process de 3 mois. Okay, donc ça c'est important. Donc les conditions suspensives, ça doit nécessiter l'accord des 2 parties. Okay, ça c'est important. Donc c'est-à-dire qu'il faut que ça soit validé par les 2. Okay, donc la condition suspensive numéro 1, c'est l'obtention ou non d'un accord de financement. Important, dans le compromis va être indiqué le nombre de partenaires bancaires minimum que vous devez solliciter. En général, c'est minimum 2. Ce que je veux dire. Pourquoi ? Parce que quand vous allez arriver au terme des conditions suspensives, il y aura 3 cas de figure. Soit vous allez avoir un ou plusieurs accords, ou des offres de prêt qui est le contrat de financement validé par la banque. Arrêtez-moi si je me trompe, si vous êtes plus spécialiste en offres de prêt que moi. Dans ce cas-là, votre projet va au bout. Important, les 5% que vous avez versés au séquestre, si vous avez suivi, sont considérés comme un acompte de votre apport total. Vous avez versé 10 000 euros. Voilà, vous avez versé 10 000 euros au départ, vous avez dit que votre apport est 40 000. Bon, et ben vous avez 30 000 euros à verser à l'arrivée. Okay. Vous avez un ou plusieurs offres de financement, c'est bon, c'est banco. Vous allez devoir transmettre l'offre de prêt à votre notaire, qui va la transférer au notaire du vendeur, si vous avez suivi mes instructions et que vous avez pris votre notaire, et le vendeur va pouvoir dire à son client, c'est bon, l'offre de prêt est bonne, on va pouvoir réfléchir à la date de signature définitive. Okay. Quand vous avez une offre de prêt, vous avez un délai de rétractation obligatoire de 10 jours. Sauf si c'est une SCI, mais on ne va pas vous charger le cerveau plus qu'il n'en faut pour aujourd'hui. C'est déjà bien le cas, je pense. Ouais. Il y a beaucoup d'informations. Exactement. N'hésitez pas à nous poser des questions d'ailleurs en commentaire ou envoyer directement un message privé à Pierre Angelo. Donc on va mettre sur LinkedIn plusieurs fois dans la vidéo et également en description pour que vous puissiez lui envoyer un message si besoin. Tout à fait, merci. Pour la passe, pour la passe D. C'était mieux que Kevin De Bruyne. Exactement. Donc du coup, qu'est-ce que je disais ? Alors, dès qu'on parle football, moi, ça 10 jours de rétractation sur la signature de l'offre. Voilà, 10 jours de réflexion, de réflexion incompressible. C'est pour ça que dans le mois qui reste, puisqu'il y a eu 2 mois de délai de conditions suspensives, il y a ces 10 jours-là. Okay. Donc ensuite, vos offres sont éditées, vous les transférez au notaire pour rassurer le notaire du vendeur et le vendeur. La date de signature est fixée après définitivement et vous êtes tranquille. Ça, c'est
quand tout va bien. Deuxième cas de figure, vous avez des refus. Il y a 2 cas. Soit vous avez des refus justifiés, parce qu'il ne suffit pas de dire au bout de 2 mois, j'ai pas eu le prêt. Ça ne marchera pas. Vous pouvez essayer. Il y en a qui ont essayé, pour ceux qui ont la rêve de 1872, mais ça ne marchera pas. Donc, c'est normal, parce que tu n'es pas né en 1872. Chevalier Las Palais pour les cheveux gris, poivre et sel, blanc comme neige. On mettra peut-être le lien avec la ref en description. Ouais, mais ça peut faire peur. Du coup, il faut fournir des justificatifs. Et du coup, si dans le compromis il est indiqué qu'il faut 2 lettres de refus de banque, il faut fournir 2 lettres de refus. Ouais. Alors pourquoi 2 ? Eh ben, on en vient là. Quand vous fournissez vos 2 lettres de refus ou les 3 lettres de refus selon les informations indiquées dans le compromis, votre projet s'arrête et vous récupérez les 5% versés au départ. Pierre, qu'est-ce que tu conseilles ? Tu conseilles au moment de la signature du compromis d'aller voir 2 banques différentes pour se couvrir ? Toujours. Okay. Il faut toujours aller voir le nombre de banques demandées dans le compromis. Okay. Parce que si votre conseiller il pique du nez et que du coup il n'a pas de news parce que il devait passer par son polymo et que le polymo, le gars était en congé, son directeur est en congé, donc il s'arrête sur la pile de gauche, il a des formations, patata, c'est compliqué. Si en plus on est au mois de juillet ou au mois d'août où il y a ils ont des vacances les banquiers, voilà, un taux de vacances et d'arrêt maladie de 95%. D'ailleurs, une question, dans ce cas-là, vaut mieux pas faire une vente longue peut-être à ce moment-là, si on achète vers le mois de juin, juillet. Alors, le problème, c'est toujours possible de demander une vente longue. Après, c'est le vendeur, en fait. C'est le vendeur, il doit accepter ou pas. Voilà. Mais c'est mieux. En général, les notaires sont compréhensifs et on peut gratter sur les délais des conditions suspensives. Mais du coup, les 2 lettres ou les 3 lettres, le nombre qui est indiqué dans le compromis, le projet s'arrête, vous récupérez vos 5% versés au départ. Si vous avez les justificatifs demandés dans le compromis. Ouais. Précision, si vous vous rétractez au bout des 10 jours de délai de réflexion post-compromis, vous récupérez vos 5% aussi, évidemment. D'accord ? Le problème, c'est si vous n'avez pas ces lettres. Si vous n'en avez qu'une alors qu'on vous en demande 2. Ou si vous en avez 0. Dans ce cas-là, vous devez 10% de pénalité au vendeur. D'accord. Les 5% de ces caisses versées au départ sont considérés comme un acompte de ces 10%. Pourquoi est-ce que c'est versé d'ailleurs chez le notaire ? C'est parce que si après, il faut les verser au vendeur, il vaut mieux effectivement que ce soit bloqué chez le notaire. Okay ? Et donc du coup, pourquoi est-ce qu'il faut voir plusieurs banques ? Parce que si vous avez vu, je prends un peu l'acquéreur, il a trouvé un bien, il a un coup de cœur. Mais 15 jours après, il a un autre coup de cœur. Il est prisonnier du compromis parce qu'il a dépassé les 10 jours de rétractation. Sa seule possibilité, c'est d'avoir une lettre de refus. Qu'on vous demande qu'une seule lettre de refus, il va voir son banquier. Écoute, José, j'ai eu un coup de cœur, etc. S'il tombe sur le José qui n'est pas à cheval sur les principes, il va le faire. Écoute, Michel, je te fais ta lettre de refus. Et ça lui permet de se désengager parce qu'on lui demandait qu'une seule lettre de refus. Et il peut aller tranquillement faire une offre d'achat pour l'autre bien. Et le vendeur, il se trouve Grosjean comme devant. Celle-là, elle est pour les anciens. Je l'avais pas. Et du coup, c'est pour ça qu'on demande minimum 2 pour pousser le client à aller voir un autre partenaire que le sien. D'accord. Ok. Donc après, s'il est multibancarisé et qu'il a 2-3 banques, il pourra toujours s'en sortir, mais ça, c'est un autre sujet. Si par contre, du coup, vous n'avez pas le nombre de lettres de refus demandées à fournir au notaire, pas dans ce cas-là, vous avez 10% de pénalité. Vous allez dire ça fait beaucoup. C'est des dommages et intérêts. Rendez-vous compte que la plupart des personnes qui achètent un bien, il y en a beaucoup qui vendent leur bien pour en acheter un autre. Ouais. Donc quand vous lui avez fait perdre du temps pendant 3 mois et que du coup vous n'avez pas votre prêt, lui il ne peut pas acheter son nouveau bien. Et des fois il ne peut pas valider son autre bien. Donc c'est pas si gros que ça, c'est 10% de pénalité au final si on tient compte de ce contexte-là. Tous les gens qui vendent leur bien ne sont pas milliardaires et à l'ISF, il faut le savoir. Ils ont un prêt en cours en plus sur le bien qu'ils vendent, donc c'est très compliqué. C'est très compliqué que les gens, moi je le vois, dès que ça touche à l'immobilier, ils sont très stressés, très tendus, très anxieux, beaucoup plus que lorsqu'on parle d'épargne, même de transmission, quoi que ce soit. Parce que dès que ça touche à l'immobilier, c'est tellement des montants conséquents et les gens
ils ne connaissent pas spécialement tout ce que tu viens d'évoquer. Bien sûr. Et c'est stressant, quoi. C'est stressant. Ah, c'est une charge mentale de fou. Une durée de quoi? C'est ça. 3 mois, Ouais, comme tu dis. 3-4 mois minimum. Et donc, du coup, en 3 mois, il y a des délais, il faut payer le prêt. On a déjà sa vie. Alors, on a son travail, on a pression du travail, on a les enfants, on doit aller faire opérer son chat chez le veto parce que madame n'a pas voulu aller à notre place. Donc voilà. Donc effectivement, c'est une charge mentale importante. Précision capitale. Quand vous faites appel à un courtier et que vous l'avez vu en amont, dans le compromis, on va vous demander d'indiquer éventuellement les partenaires que vous allez solliciter pour votre prêt. Donc, en général, vous allez mettre votre banque. Indiquez également le courtier. Pourquoi ? Parce que si après, il faut obtenir des lettres de refus, le courtier peut vous faire une attestation de refus. Mais s'il n'est pas reconnu dans le compromis, ça n'aura aucune valeur auprès du notaire. Si par contre il est indiqué dans le compromis, exemple, je passe par la Société Générale, mais je passe par la centrale de financement Artemis, meilleur taux, je fais comme à la télé, je cite plusieurs marques pour ne pas avoir d'attaque. Donc là, sa lettre de refus, elle pourra être valide. Donc vous pourrez fournir la lettre de refus. Exactement. Ça a la même valeur que la lettre de refus d'une banque. Tout à fait. Si il est reconnu dans le compromis. Okay. Donc vous allez fournir votre lettre de refus du LCL, du Crédit Agricole, site de banque comme ça au hasard. Comme c'est bizarre. Suite une caisse régionale et une banque nationale, voilà, tout simplement. Et du coup, en plus de cela, vous fournissez votre attestation de refus du courtier et vous avez vos 2 ou 3 justificatifs de refus. D'accord. Le notaire peut après éventuellement demander des justificatifs par le courtier et il pourra fournir juste des échanges mail et autres qui indiquent qu'il a bien sollicité des banques, bien évidemment. Donc, voilà les 3 cas de figure. Vous avez des offres, ça va au bout, on vous décompte les 5% de votre apport. Vous n'avez pas d'accord, mais vous avez des justificatifs de refus qui collent au nombre de refus demandés dans le compromis. Le projet s'arrête, vous récupérez vos 5%. Vous avez ni justificatif d'accord, ni justificatif de refus. Le projet s'arrête et vous devez 10% de pénalité. Et donc dans le cas où finalement tout se passe bien, le prêt est accordé, la prochaine étape, la dernière étape, c'est la signature. C'est la signature, exactement. Et donc chez le notaire, la bonne nouvelle pour vous, c'est que vous êtes propriétaire. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que c'est le jour où vous payez tout le monde. Merci. Donc, vous allez payer le vendeur, vous allez payer l'agent immobilier, vous allez payer le notaire, vous allez payer les frais de garantie, vous allez payer la banque avec les frais de dossier, et vous allez payer le courtier, si vous en avez un, avec les frais de courtage. Tout cela va être réparti en 2, le prêt d'un côté, l'apport de l'autre. Aussi, il y a l'étape qu'on a oublié, les déblocages de fonds, qui a envoyé. Ça finalement c'est la banque qui le fait directement. C'est le notaire qui envoie à la banque. Et après la banque, en fonction du montant de l'apport, va débloquer en fait en fonction du montant du prêt. Moi je sais qu'en général pour nous comment ça se passe, le notaire envoie le décompte au client, le client nous le transmet et nous on le transmet à notre service, notre back-office crédit qui eux directement, on indique le jour de la signature et eux versent le montant du prêt et par contre nous en général, on augmente les accès aux clients pour ces plafonds pour qu'ils puissent faire le virement vers le notaire pour l'apport. Si vous passez par un courtier pour prêcher la paroisse, moi je vais demander au notaire l'appel des fonds. Je vais vous demander aussi vos offres de prêt pour contrôler qu'elles sont en bonne et due forme. Et puis en général, il n'y a pas de souci. Les conseillers bancaires sont des gens exemplaires. Je ne suis pas sous pression. Et du coup, je vais demander l'appel de fonds. Pourquoi ? Parce qu'après, il faut que les fonds soient disponibles 48 heures avant la signature. Pourquoi ? Pour qu'il n'y ait pas un suspense le jour de la signature avec une musique de western à l'harmonica où vous avez le vendeur et l'acquéreur qui se regardent. Quand est-ce que les fonds arrivent ? Les fonds, ils arrivent dans 2 heures, dans 3 heures. Le vendeur, il est venu du Vaucluse pour signer. Il a payé 250 € de TGV. Si les fonds sont pas là, il est un peu mauvaise, quoi. Le délai du virement bancaire de 48 heures. C'est ça aussi. Donc, moi, du coup, quand j'ai cet appel de fonds, je l'envoie au conseiller, parce qu'il faut savoir aussi que c'est pas votre conseiller qui va débloquer le prêt. C'est le back-office et le pôle immobilier. Donc là aussi, il y a différents intermédiaires. Comme nous, on parle au pôle immobilier, on a un échange un petit peu plus direct et ça permet de rassurer. Donc, tout se passe bien à la fin.
L'intérêt du courtier, c'est pas que le taux, c'est un package. C'est de vous permettre d'avoir les meilleures conditions financières, mais également les meilleures conditions au niveau du prêt. C'est-à-dire optimiser votre apport, essayer de vous permettre de mettre le moins d'apport possible. Optimiser votre endettement, essayer d'avoir la mensualité la plus basse en vous conseillant, vaut mieux prendre une durée longue ou vaut mieux prendre une durée courte selon votre âge, avec l'assurance, selon si vous voulez faire d'autres projets à l'avenir et garder un taux d'endettement bas. Les options du prêt, d'une banque à une autre, l'exonération de pénalités en cas de remboursement anticipé, la suspension de mensualité, la possibilité d'augmenter ces échéances. On renégocier le taux. Voilà. Quand on a un profil où on a des grosses primes, on a un profil où malheureusement les aléas de la vie, on a une succession qui va arriver, savoir qu'il y a l'exonération de pénalité en coût de remboursement, c'est important. Merci Pierre. On a vu toutes les étapes. Merci à toi Pierre. Ouais, on va changer de thématique. Aujourd'hui, quelqu'un qui souhaite acheter en 2024, pour l'instant il est locataire, il hésite entre acheter sa résidence principale pour habiter dedans ou acheter une résidence locative pour louer ce bien qu'il va acheter et lui conserver sa location actuelle et habiter dans un logement qu'il loue. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses qu'il vaut mieux qu'il achète sa résidence principale ou qu'il vaut mieux qu'il achète une résidence locative? Et dans notre exemple aussi, on va préciser que c'est un jeune qui a environ entre 25 et 30 ans, donc c'est son premier emploi, et il hésite à faire justement, comme on a dit, du locatif. Il veut acheter son premier bien. C'est ça. Bien locatif, bien pour une résidence principale. Pour ceux qui ont regardé notre première vidéo, c'est le cas avec Cassiel. Cassiel, par exemple, hésitait, mais préférait faire du locatif plutôt que d'acheter sa résidence principale. Et il me semble qu'il avait dit même que il y a quelques années ou quelques mois, il aurait dit plutôt locatif, et là maintenant, il savait plus trop pourquoi pas principal. Donc c'est intéressant d'avoir ton ressenti, Pierre, alors déjà, je pense que l'achat immobilier ne doit pas forcément être lié au taux du prêt. Parce que si tout le monde n'achetait que quand les taux étaient bas, c'est pas 30% du marché qui sera en faillite, c'est que voilà, le marché s'arrêterait dès que les taux augmentent un peu. Donc c'est une affaire d'opportunité. Quand on achète un bien, il faut regarder l'argent qu'on sort et l'argent qu'on va récupérer à la sortie. Le fameux tri, comme on appelle. Donc quand je dis l'argent qui sort, quand vous faites un bien immobilier, vous avez la mensualité de prêt, vous avez l'assurance, vous avez les charges de copropriété, vous avez la taxe foncière qu'il faut mettre sur 12 mois, et voir toute l'assurance habitation, etc. Voilà. Il faut voir tout ça et avec une plus-value potentielle, combien vous allez récupérer à l'arrivée. Le choix entre locatif et résidence principale. Moi, mon seuil, j'ai eu un échange avec un ami qui voulait acheter un bien et qui hésitait en résidence principale. Moi, je lui avais dit pas acheter sa résidence principale tout de suite. Donc, je vous explique le topo. Ce qu'il faut regarder, déjà, c'est le loyer qu'on paye. Pourquoi ? Parce que si on considère qu'on paye un loyer de 800 euros, si on fait un crédit immobilier, et les taux sont bas, on a une mensualité de 600. C'est plus de l'argent qu'on jette par les fenêtres, là. C'est voilà, à foison. Là, effectivement, il vaut mieux acheter sa résidence principale parce qu'on se retrouve avec une mensualité, une charge plus basse, et en plus, on peut revendre le bien et faire un investissement intéressant. Okay ? Donc ça, c'est un point. Si par contre, on a un loyer de 600, mais comme les taux sont élevés, on se retrouve sur le même bien qu'on a, le même secteur, à se trouver avec une mensualité de 900. Okay. Ça nous augmente notre charge. Donc c'est plus difficile à supporter. Donc ça commence à être plus compliqué. Donc, moi, j'ai tendance à penser que pour la résidence principale, il faut voir déjà quel est le loyer qu'on paye et le coût de la mensualité du crédit par rapport au loyer qu'on paye. Il faut regarder la charge. Est-ce que la charge de la mensualité du crédit qu'on va faire, on peut l'assumer ou pas ? Okay. Parce que si ça plombe notre reste à vivre et qu'on sait qu'on va être étranglé à un instant T, il vaut mieux rester locataire et acheter sa résidence principale plus tard. Autre point important, sa situation. Est-ce qu'on est salarié ? Est-ce qu'on est indépendant ? Quand on est professionnel et on est en TNS, il y a des choses qui sont importantes. Après, il faut voir avec des amis experts comptables. Mais il n'y a pas une urgence à acheter sa résidence principale. Parce que le montant du loyer que vous payez,
vous pouvez en faire prendre une partie par votre société. Parce qu'on va considérer que dans votre appartement, il y a une partie d'auparavant que vous occupez pour votre société, quand vous n'avez pas un local. Okay, donc, vous ne jetez pas complètement de l'argent par les fenêtres, puisqu'il y a une partie que vous prenez en charge par votre société. On va dire un tiers à peu près. C'est un loyer de 900 €, vous mettez 300 € sur le compte de votre société. Il ne faut pas non plus prendre les impôts pour des imbéciles et mettre le même montant sur votre société. Et voilà. Et en plus, ça augmente vos charges de société, ça fait baisser les impôts que vous allez avoir fiscalement. Par rapport aux bénéfices. Donc déjà, il y a à savoir, on est salarié, on est indépendant. D'ailleurs, on n'a pas parlé de ça, au niveau de la situation. Quand tu es indépendant, Pierre, c'est pas la même chose que quand tu travailles pour l'entreprise. Il faut peut-être 2-3 ans d'activité. Comment ça se passe pour ces personnes-là ? Comme j'en parlais au niveau des organismes de caution et autres, en France, effectivement, c'est, on va dire 3 ans d'antériorité. Maintenant, il y a des activités, avocats. Bon, depuis la réforme des avocats, ça change un peu, mais en général, quand vous êtes avocat, quand vous êtes prof libre de médical, il y a une telle pénurie d'infirmiers ou de quoi aux caisses en France, de médecins et tout, que là, 1 an, même moins d'1 an, vous pouvez trouver qu'il y a toujours de l'activité. Exactement. Ouais. Mais voilà, déjà, pour moi, quand on est salarié, quand on est indépendant, il y a moins d'intérêt pour moi à acheter sa résidence principale, encore plus quand les taux sont élevés. Okay. Pourquoi aussi ? Parce que quand vous êtes indépendant, vous pouvez créer une structure, si vous avez un minimum d'antériorité, toujours 1 an ou 2 ans, une société et faire votre investissement locatif avec cette société. Et l'important, c'est quoi ? C'est comme vous faites cet investissement locatif avec cette société, on va prendre une SCI, par exemple, vous avez 50% de part de la SCI qui est au nom de votre société que vous avez en TNS, et vous avez 50% de vous en nom propre. Comme vous allez faire le montage en SCI à l'IS, votre endettement locatif ne va pas pénaliser votre investissement ultérieur en résidence principale. Ça aussi, c'est important. Parce qu'il faut savoir, est-ce que c'est une priorité pour vous d'avoir une résidence principale ou pas ? Il y a des personnes, des fois, ils sont sur Paris, ils ont un loyer acceptable et veulent à tout prix avoir leur résidence principale. Sauf qu'ils veulent l'avoir sur Paris. Compliqué. Plus compliqué. Oui. Dans ce cas-là, non. Je vais vous dire, faites de l'investissement locatif. Parce que si vous achetez votre résidence principale sur Paris, vous avez 25 ans, 27 ans, allez, dans 2-3 ans, vous rencontrez Josiane, vous vous mettez en couple, vous voulez acheter un nouveau bien à deux, et vous voulez vendre ou louer le bien que vous avez. Vous n'avez même pas encore amorti l'investissement que vous avez fait, et vous allez vouloir revendre. Ça n'a pas d'intérêt, du coup, d'acheter tout de suite. Et surtout, le bien que vous allez avoir sur Paris, le prix du mètre carré, la mensualité, l'assurance, la taxe foncière et autres, ça va vous revenir beaucoup plus cher et vous n'aurez toujours pas amorti en 3 ans ou 5 ans l'investissement. Donc, selon l'endroit où vous voulez acheter, selon votre situation, salarié ou indépendant, il faut réfléchir à ça. Et le contexte des taux. Évidemment, quand les taux sont à 1,50, acheter une résidence principale, c'est pas la même problématique que quand les taux sont à 4,50. Ah bah c'est clair, okay, parce que le montant de l'apport n'est pas le même non plus. Okay. Dans le contexte actuel, j'aurais tendance à dire que si on n'a pas un gros apport et des bonnes conditions, je suis plutôt tenté par faire de l'investissement locatif. Sauf, on va y revenir après, le contexte du neuf ou de l'ancien. Parce qu'au niveau de l'apport, ça change pas mal. Quelque chose qu'on n'a pas préparé là, tu nous dis si tu veux ou pas en parler. Oui. Toi, tu nous as dit que tu avais fait des investissements locatifs. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces investissements-là ? Quels étaient les contextes ? Comment ça s'est passé ? Le premier est très intéressant. J'étais assistant commercial. Donc, j'avais une paye nette qui devait être aux alentours de 1 500 €. C'est comme si j'avais écrit SIDA sur mon front. Très peu d'apport, voilà. Donc certes, j'étais dans une boîte de courtage. T'étais locataire ? Non, j'étais locataire. T'étais locataire. J'étais locataire, voilà. Donc oui, bonjour, vos revenus. Au revoir. Bon, c'était très rapide les rendez-vous. Par le réseau, j'ai réussi à avoir une banque qui m'a financé. Alors je précise, Studette 50 000 €. C'était 72 000 €, mais c'était une succession, donc j'avais négocié. Dans quel secteur ? Sur Juvisy.
Alors pourquoi Juvisy? Non seulement c'était ma ville, mais il y avait des travaux de la gare et Juvisy comme ça pour le petit côté marché. C'est la 7e. Grand Paris. C'est surtout la 7e ou 8e gare la plus fréquentée d'Île-de-France. Ouais. C'est 91, c'est ça. Ouais, parce que LERC, LERERD, vraiment juste après les banques parisiennes, c'est Juvisy. C'est une cité dortoir, il n'y a que des gares, il n'y a que la gare, mais il y a le tramway qui devait arriver, etc. Donc toujours chercher la plus-value. Petit indice aussi, quand vous cherchez un bien immobilier, essayez toujours, que ce soit auprès de l'agent, que ce soit auprès des voisins, de connaître un peu l'urgence du bien. Si l'annonce, elle est là depuis 6 mois et qu'elle est dans 3 agences immobilières, c'est que vous pouvez négocier. Parce que visiblement, le truc a du mal à partir. Si c'est depuis 1 an, etc., j'en parle même pas. Si le truc, il est depuis 1 an dans 3 agences et que l'agent vous dit là il y a 6 personnes sur le coup, il faut se dépêcher avant la fin de la semaine. Non, oui, il y a 0 personne sur le coup. T'es le seul. T'es là, tu me dis ça, t'es en train de trembler, je le vois sur ta main droite. J'ai vu Mentaliste, tout ça, tu me la fais pas. Je te demande de me faire 20 000 euros de hop, et puis t'es gentil, puis tu voilà quoi. Donc il faut toujours regarder ça. N'importe quel bien, c'est l'urgence. Quand demain vous partez déménagement professionnel à New York, vous devez vendre une voiture, vous n'allez pas chipoter sur le prix en fait. Vous allez décoter au maximum. Ou votre lave-linge pour un déménagement, c'est pareil. Et donc un bien immobilier, c'est exactement pareil de ce côté-là. Donc premier investissement, négociation. Et c'est là aussi, sur celui-là j'avais négocié parce qu'il y avait une succession. Et pour l'anecdote, c'était une fratrie. Et ils prenaient le studio pour payer les frais de succession. D'accord. Donc il y avait 8-9 appartements. Et le studio. Ils avaient besoin d'en vendre quelques-uns. Donc ils étaient dans une urgence. Ouais. Donc ça, c'est un bon moment pour acheter aussi. 16 mètres carrés, 50 000 euros à Juvisy, je t'ai refait. Que tu as pu louer combien? Qui a été loué 450 euros au départ, 395 plus des charges. J'avais 300 et quelques euros de mensualité, 360 de mensualité. Si j'avais pu le faire sur 25, j'aurais fait sur 25. Quand vous faites du locatif, mettez tout sur 25. Le crédit est plus cher, mais vous pouvez le rattraper fiscalement et surtout votre mensualité est basse et c'est ça qui va vous permettre de faire d'autres achats par la suite. Elle est belle, hein. 11% de rentabilité brute. Ouais, et j'ai augmenté après. Quand l'étudiante est partie, je l'ai passé à un ami qui était dans une chambre à Bagneux, vous savez, les hôtels un peu, vous pouvez pas emménager. Vous ne pouvez pas ramener des gens et vous payer un truc monstre à 550 ou 580 euros. Je l'ai mis à 500 euros. Lui, il baissait son prix. Moi, j'augmentais le mien. Et puis après, je l'ai passé en meublé. Quand lui est parti, je l'ai mis à 600 euros. Mais j'ai acheté une mezzanine, j'ai acheté une télé. Bien sûr, j'ai mis la mezzanine, j'ai fait un investissement. Et donc, 600 euros, 360 de mensualité. Voilà. Et important, les taux, j'avais fait ça en 2015, les taux avaient baissé entre-temps, j'ai pas renégocié mon prêt. Parce que si j'avais renégocié mon prêt, j'aurais fait baisser le taux, j'aurais fait baisser le montant de mes intérêts et j'aurais fait augmenter mes impôts fonciers. Oui, parce qu'au final, tu t'es mis au réel, donc au réel, tu peux mettre les intérêts qui vont venir se déduire des revenus. Et même si, après, quand j'étais passé en meublé, j'aurais peut-être pu, parce que du coup, il y avait l'amortissement du bien qui était calculé dedans. Bien sûr. Mais voilà, donc ça, c'était la très bonne opération. Deuxième, un peu moins bonne, un studio, 29 mètres carrés, que j'ai acheté 100 000 euros, 99 000 euros, quelque chose comme ça. Ça s'autofinançait tout juste. Île-de-France aussi à Juvisy. Les 3, c'est à Juvisy. Il y a une gare, il y a 3 sorties. J'ai pris un appartement à chaque sortie. Comme ça, c'était réglé. Donc celui-là, je l'ai revendu très rapidement, quasiment au même prix, parce que je n'avais pas de rentabilité. Et le dernier, Souplex, 45-47 mètres carrés, que j'ai acheté en surfinancement sur 25 ans à 108 000 euros. Il en valait, alors je l'avais vu il y a 1 an, à 130 000 ou 120 000. 1 an après, il était toujours là, 110%, 105%, pardon. 105%, j'ai eu un financement à 105%. Et je l'ai acheté à 130 000, je l'ai baissé à 114 000, quelque chose comme ça. Mon prêt était de 108 000. Ah, plus franchement, le prix du mètre carré n'était pas cher. Hein. Et oui, alors c'est un souplex. Il faut savoir que les souplex sont souvent moins chers. Parce que il y a pas souplex, vous avez une partie qui est un peu en sous-sol. Ouais. Et vous avez plus
une meurtrière de château fort. Que voilà, donc c'est pas très lumineux. Ça se loue très facilement, mais en plus-value à la revente, ça peut compliquer. Bon là, je l'ai revendu à un promoteur à 130 000 au bout du compte. C'est un peu gagnant. Je m'en suis bien sorti. Donc voilà les 3 opérations. Pour info, le studio à 50 000, je l'ai revendu 85 000 4 ans plus tard, sans même avoir fait de travaux, juste par rapport à la plus-value sur le secteur. Sacrée plus-value. Oui, les villes à zone tendue, les petites surfaces prennent rapidement de la valeur. Juvisy, aujourd'hui, vous pouvez prendre un 2 pièces qui peut faire 210 000 euros et à 250 000 euros avoir une maison. D'accord, c'est clair. Voilà. Est-ce que toi, tu conseilles d'acheter en quelle zone? Par exemple, en Ile-de-France ou même dans la France, est-ce que tu as des tips à donner? Peut-être que des partenaires à toi qui t'ont dit des secteurs intéressants? C'est simple. Pour faire une bonne opération immobilière, il faut chercher un minimum. Si vous allez voir, même moi, quand j'oriente mes clients vers des partenaires, je leur dis quand même de regarder. Vous allez voir un promoteur ou tel qui va vous vendre du neuf, par exemple, on y reviendra tout à l'heure, il va vous envoyer une plaquette, il y a le tramway, il fait beau, c'est joli, ou quoi, caisse. Mais il va vous vendre quoi? Le lot qu'il n'arrive pas à faire partir depuis 6 mois, 8 mois. Quand en plus c'est un Maubeuge, vous n'allez pas vous taper du TGV pour aller vérifier comment ça se passe là-bas. Donc il faut se documenter, regarder dans le plan du Grand Paris, etc., comment ça se passe. Si possible, aller voir comment se configure le bien. Moi, un des premiers biens que j'ai vendus dans le neuf, j'avais dit à ma cliente, c'était dans le 78, dans le secteur où il y a la prison là. Bois d'Arcy. Bois d'Arcy, voilà. Oui. Non, c'est 9-4, je crois. Bois d'Arcy. Et donc elle allait sur un premier secteur. Ça avait l'air de bien connaître. Ouais, c'était ça avec le client en plus. C'est bizarre. Toi, tu connais plus Fren. Et du coup, elle allait voir un premier bien et il se trouvait qu'en fait, il y avait une maison de retraite, elle allait se construire juste en face. Donc sur le vis-à-vis, ça allait être perdu d'ici quelques temps. Et plus aussi un truc de l'EDF, qu'on s'appelle les pylônes, etc. Donc voilà. Donc il faut toujours se renseigner. Le plan du Grand Paris, c'est le meilleur investissement. J'en parlais souvent, j'ai un de mes anciens directeurs d'agence. La plus belle plus-value que j'ai, c'est lui qui l'a faite. Il avait acheté en 2014 un bien dans le neuf, livré en 2016. Alors dans le cas de la ligne 14, non, dans le cas de l'Euro de football de 2016. Ouais. Ah oui, ça me dit quelque chose. Ouais. Ça, j'ai pas que souvenir. Ah ouais, d'accord, l'Euro de football. De l'histoire, un truc complètement hasardeux. On a oublié ça. Qui s'est passé, complètement chanceux. Tu l'as oublié. Comme quoi, quand Cristiano ne joue pas, l'équipe est meilleure. Et du coup, dans le cadre de l'Euro de football, c'est là, dans les éléments culturels et sportifs, que là, c'est là qu'il y a des infrastructures qui sont construites, notamment pour les JO 2024 et autres. Il y avait une prolongation de la ligne 13 qui avait été validée, et lui, il a investi à Saint-Ouen. Il travaillait dans le 15e. Donc tout le monde, dans son âge, il achète à Boulogne, et Silly Moulineaux, il a acheté 320 000, un bien 70 mètres carrés en duplex à Saint-Ouen, 70 mètres carrés à Issy-les-Moulineaux à Boulogne, c'était 500 minimum, et je suis gentil. Et c'est clair. Donc son père est marchand de biens, il lui a conseillé d'investir là-bas. La station de métro de Saint-Ouen était à 150 mètres de son futur bien. À l'arrivée du bien, le bien valait 480 000. Il n'a rien fait, il a juste mis un pied dedans, en 2 ans. Il a revendu le bien en 2019. J'avais déjà parlé de l'histoire, et toi je sais pas, mais dites un chiffre. 500 000. C'était énorme, je me rappelle, je m'en souviens plus du montant exact, mais c'était très important. 680 000. Alors 2014, 320 000. 2019, 680 000. Il a plus que doublé, quoi. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'en 2018, en plus de la ligne 13 qui arrivait, une nouvelle station de ligne 13 qui arrivait à Saint-Ouen, en 2018, il y a eu la ligne 14. Ligne 14, ouais. Donc au moment donné où il avait signé, il était sûr que la ligne 13, une station supplémentaire de la ligne 13 arrivait, et il y avait potentiellement la ligne 14. Mais en tout cas, il était sûr de faire une plus-value par ça. Et cerise sur le gâteau, la ligne 14. Parce que c'est pas la ligne la moins fréquentée du métro. C'est pas la 3 bis. Donc du coup, plus-value énorme. Et après, il a construit, avec cet argent-là, la plus-value, il a construit une maison à Chartres. Maintenant, si on veut faire des plus-values équivalentes, il faut investir dans le cacao.
Le cacao depuis le début de l'année, c'est qui a pris 100%. C'est chaud, hein. C'est chaud, cacao, chaud, chocolat. Pour ceux qui ont la rêve. Là, on est en 1484. Annie Cordy. Si tu me donnes un coco, voilà. Moi je te donne des ananas. Exactement. Sûr, voilà. Exactement. Tu l'avais pas. Vous êtes trop là. Bref. Donc voilà, et c'est ça qu'il faut. C'est effectivement ça qu'il faut regarder. Alors oui, quand on regarde Saint-Ouen, on se dit attention, il faut arrêter un peu les préjugés sur une ville ou un secteur. Vous prenez le 18e. C'est pas dégueu. Vous prenez le 18e arrondissement. Il y a la Goutte d'Or, il y a Montmartre, il y a les Abbesses. C'est ça. C'est vrai. Ok. Vous prenez Aulnay, vous avez le fameux Aulnay côté rap, mais il y a la zone pavillonnaire. Pareil pour Argenteuil, il y a la zone pavillonnaire. Voilà, j'ai un ami, ancien ami depuis quelques temps, il décroche plus, rappeur Vald, qui habitait à il décroche plus. Décroche plus. En même temps, c'était vraiment un perdu son. Oui, j'ai perdu son numéro. Enfin, j'ai perdu mon téléphone. C'est ça. Ouais. Et du coup, lui, il était en zone pavillonnaire et voilà, il se passait, à part quand il prenait le RER, il pouvait avoir des soucis jadis, mais sinon, il y avait. Donc, attention aux stéréotypes. Dans des villes, il y a des secteurs attractifs, des secteurs sont attractifs. Moi, j'ai habité longtemps à Évry. Vous prenez Évry, le secteur centre-ville à côté de la cathédrale et autres, tout se passe bien. Évidemment, si vous allez après aux Pyramides ou d'autres quartiers, ça va être un peu plus compliqué, mais chaque ville est hétérogène. Avec Manuel Valls, qui était le maire d'Évry. Exactement. Sacré maire. Sans jugement. Sans jugement. Légèrement opportuniste. Du coup, tu as parlé de plusieurs critères au final, de qu'est-ce qu'est un bon investissement locatif. Est-ce que tu en vois d'autres? Donc, tu as parlé du secteur, de la rentabilité, de la revente. Oui, alors attention, quand on va... c'est toujours pareil, quand vous faites appel à quelqu'un, il va vous dire des choses pour vous faire acheter, il ne va pas vous dire des choses qui vont vous faire que vous n'avez pas acheté. Des fois, on parle de rentabilité. Achetez là, il y a une rentabilité de 11%, 12%, etc. C'est Jennifer. Ok, voilà, rentabilité. Mais après, rentabilité, si le bien est loué. Si le bien n'est pas loué, voilà. C'est des vacances locatives. Donc, déjà, il faut regarder, est-ce que dans ce secteur-là, ça se loue facilement ou pas? Parce que si ça se loue jamais, votre rentabilité potentielle de 11%, il faut effectivement l'oublier. Si pour avoir cette rentabilité, il faut sortir je sais pas combien pour retaper tel ou tel appartement avec les travaux, c'est compliqué aussi. Okay, donc en investissement, le secteur, les frais, encore plus dans du locatif, la mensualité, l'assurance du crédit, les charges de copropriété, la taxe foncière. Vous avez des secteurs, je vais prendre Évry, où vous avez des charges de copropriété qui sont très élevées. Donc regardez si les 200 €, c'est par trimestre ou par mois, parce que des fois on lit vite, et puis on se rend compte après qu'il se passe. L'Assemblée Générale, s'il y a eu des travaux, des ravalements qui vont être faits sur l'immeuble, parce que s'il y a des ravalements qui vont être faits dans un an, vous allez voir que vos charges vont augmenter. Donc ça, c'est très important. Le secteur, potentialité de plus-value. L'idée, c'est d'acheter sur un secteur qui ne vaut pas grand-chose, mais où il va se passer quelque chose qui va faire que ça va coûter cher. Si vous achetez sur un secteur qui est déjà très cher, il y a plus de chances que ça baisse à la suite. Si vous achetez sur un secteur qui ne vaut pas grand-chose, mais où il ne va rien se passer, et vous allez acheter à pas grand-chose, et vous allez le vendre à pas grand-chose. Donc, quoi qu'il arrive, ça ne va pas être très rentable non plus. Donc, il faut bien étudier cela. Et si vous faites une étude sérieuse, le mieux, c'est de faire appel à quelqu'un, mais de contrôler un minimum les choses et de se renseigner un minimum. Comme je dis toujours, quand vous connaissez même 20% d'un sujet, ça vous suffit à détecter si la personne qui est en face de vous, elle veut vous la faire à l'envers ou pas. Vous avez une voiture, vous connaissez un peu la mécanique, mais vite fait, 2-3 trucs sur Google, etc. Le gars il vient et vous fait c'est le vent de culasse. Voilà, vous savez qu'il va vous la mettre à l'envers parce que vous connaissez un minimum. Dans le bâtiment aussi, vous connaissez quelques petits termes, quelque chose. Le gars il vous dit un truc, vous allez voir qu'il se fout de vous et qu'il va vous prendre pour un pigeon. En 2-3 mots, vous lui dites des choses, il sait que vous vous y connaissez, et il va dire, bon lui, je vais pas lui faire le coup du tel ou tel truc, et va vous mettre là. Donc ça sert à rien de connaître 100%, on peut pas connaître 100% de tout, c'est ce qu'on évoquait avec les conseillers ou les courtiers qui font beaucoup de choses, mais vous vous renseignez un peu au préalable, juste au premier son de cloche de l'interlocuteur, voir s'il vous prend pour un amateur et qu'il vous voit pour un pigeon,
où il sait qu'avec vous, on ne peut pas la faire, il va vous présenter des choses sérieuses dès le départ. Moi, le promoteur avec qui je travaillais au départ, j'ai dit à mes clients d'aller vérifier, et sans les vérifier, je dis, voyez, moi, tous mes clients, ils vérifient. Donc, si tu commences à mettre des biens farfelus, ça ne va pas le faire. Après, il ne présentait que des biens qui étaient carrés. Okay. Voilà. Pour terminer sur l'investissement, que ce soit en résidence principale ou en résidence locative, on va faire un focus sur acheter dans le neuf ou acheter dans l'ancien. Quel est ton point de vue à ce niveau-là? Est-ce que tu as des choses à nous indiquer? Très simple, on fait 2 colonnes. Neuf, ancien. Colonne virtuelle. Mais normalement, je crois que vous allez ensuite faire apparaître sur la table. Oui, peut-être. Allez, vas-y. Anthony, ça changera. Le développeur, il est là. On verra ce qu'on peut faire. Je vais faire comme avec les lunettes virtuelles. Et au bout de ton doigt, va apparaître des choses. Ton Apple Vision Pro. C'est parfait. 9 à droite, ancien à gauche. Je les ai déjà, il faut à peu près la taille du truc. Non, mais du coup, neuf ancien. Les avantages de l'ancien, les avantages du neuf. Avantages de l'ancien. Vous en trouvez partout. Déjà, l'ancien, il y en a n'importe quel secteur, n'importe quel arrondissement, n'importe quel truc. Les programmes neufs, il y en a sur tel ou tel... à un moment donné, il y en a beaucoup sur tel secteur, à un moment donné, il y en a moins, etc. Donc, vous pouvez moins choisir un secteur déterminé dans le neuf, parce que ça dépend de ce qu'ont ciblé les promoteurs. Okay. L'avantage de l'ancien, il y en a partout. L'avantage de l'ancien, vous pouvez négocier. État du bien, travaux, pas travaux, vétuste, pas vétuste, etc. Donc ça c'est bien aussi. Tu vas parler des DPE, j'imagine aussi. C'est vrai, on n'a pas parlé depuis tout à l'heure. On l'aborde un peu, mais jamais frontalement. Avec les DPE, c'est aussi un côté d'avantage dans l'ancien. On peut aussi décoter le bien. Le DPE, c'est le diagnostic énergétique. Le P, c'est performance. Diagnostic, performance énergétique. Donc, ça vous fait des malus ou des bonus comme pour les voitures. Le DPE pour les biens immobiliers, c'est exactement la taxe carbone pour les voitures. Et c'est d'ailleurs lié aussi à ça. Exactement. Quand vous achetez une voiture, vendez ou achetez une voiture diesel aujourd'hui, vous achetez une bouchée de pain. Et vous la vendez une bouchée de pain. Okay, parce que quand vous achetez une voiture diesel, conduire sur Paris, c'est de plus en plus compliqué. Dès qu'il y a un taux de pollution, c'est au garage, etc. Et les assurances aussi, ça va être pas le même prix. Donc vous avez un lettrage pour chiffrer ça. C'est un lettrage pour chiffrer ça. C'est réconcilier la littérature et les mathématiques. Qui va de A à G. Okay, plus on va vers le bas, plus c'est négatif. Plus on va vers G, plus c'est négatif. Et vous avez la loi qui stipule que selon les lettres, le bien peut être loué jusqu'à telle année. Google est votre ami, vous tapez F ou G, ça va vous indiquer. Je crois que 2020. G, c'est peut-être cette année ou l'année prochaine. 2025, ouais. F, c'est 2028, je crois, ça, tout comme ça. Et 2032, la prochaine, le E, c'est 2034. Ouais. C'est exactement ça, ouais. Et jusqu'à D, donc vous pouvez louer sans problème. Et D, ça va continuer comme ça. Alors, c'est une injustice, moi je le dis, clairement, droit dans les yeux, parce que ça fait quoi? J'aime beaucoup notre invité aujourd'hui, parce qu'il dit ce qu'il pense. Ah oui. Je considère que des appartements qu'ont vu Napoléon, qui sont sur Paris, qui existent depuis je ne sais combien de siècles, et qui sont toujours solides, en fait, dire que ils ont pas des DPE favorables, parce que effectivement, le DPE, c'est en gros la perte d'énergie. L'isolation du bien. Donc quand vous avez un bien, vous mettez le chauffage, il y a 90% du chauffage qui passe par la fenêtre ou par le mur extérieur, etc. Effectivement, ça augmente la dépense carbone, etc. Donc il y a un surcoût. Mais en même temps, ce bien-là, il existe depuis je ne sais pas combien de siècles et il n'y a aucune fissure dedans. Donc on est quand même un petit peu plus protégé. Vous avez des biens neufs, excusez-moi mes amis du neuf, moi j'étais locataire dans des biens du neuf. Le bien, il met du temps à se livrer, il se livre d'un coup beaucoup plus rapidement parce qu'il faut accélérer les travaux et vous avez dès l'emménagement une fissure dans le garage, une fissure sur tel ou tel mur parce que les matériaux qu'on utilise aujourd'hui ne sont pas les mêmes qu'avant, parce qu'on se presse pour les construire, etc. Et vous avez même des fois des balcons d'immeubles qui ont été faits il y a 5 ans. J'ai vu ça il y a 2-3 ans où des gens qui sont effondrés de leur balcon parce que la solidité était bizarre. Donc il y a ce côté, tous les bâtiments neufs ne sont pas comme ça, Dieu merci, mais il y a ce côté injuste où en gros les bâtiments anciens sont diabolisés à cause de leur diagnostic énergétique.
Mais c'est comme ça, il faut en prendre compte, ça joue sur les prêts. Quand vous avez des biens en F ou en G, il faut savoir qu'il y a des banques qui ne financent pas. Ouais, Okay. exactement. Et c'est logique. Qui ne financent pas, ou alors qu'ils ne vont pas prendre en compte le revenu locatif. Voilà, mais qui, plus ou moins. Donc on finance, mais on ne prend pas en compte le revenu locatif parce qu'on considère que c'est pas un revenu locatif pérenne, puisque dans 5 ou 6 ans, le bien ne pourra plus être. C'est surtout pour revenir sur l'aspect risque que je disais tout à l'heure, quand un bien est saisi et qu'il est vendu parce qu'il y a des impayés. Vous avez un bien aujourd'hui où tout le monde peut l'acheter. Investisseur locatif comme personne pour une résidence principale. Donc il y a une offre importante, donc un prix qui peut être là. Ce bien-là, dans 2 ans, par rapport à la loi, il ne sera plus louable. Donc les investisseurs ne vont plus l'acheter. Il va rester que des gens pour acheter en résidence principale. Donc une offre réduite de moitié ou d'un tiers, j'ai pas le topo. Donc un risque que le prix du bien baisse. Bien sûr. Surtout quand il y a des banques qui ne financent pas. Donc une risque de perte d'argent pour la banque parce que le bien qui est prêté, qui est vendu à 200 000 avec un prêt de 200 000 aujourd'hui, s'il y a des impayés, il y a de fortes chances que dans 2 ans, 3 ans, il bascule à 170 000, 160 000 et que la banque risque d'avoir une perte financière. Donc c'est pour ça qu'elle va obliger l'acquéreur à financer les travaux. Aujourd'hui, quand vous avez un DPE, vous avez en même temps le diagnostic et en même temps un audit. L'audit, il va indiquer quel est le montant de travaux qu'il faut faire pour passer le bien de F à E, à B, ou etc. Le chauffe-eau, l'isolation, les fenêtres, etc. Pour faire une synthèse qui fait perdre le maximum d'énergie dans un appartement, c'est tout ce qui est exposé avec l'extérieur. Quand vous avez un mur qui est avec votre voisin, il n'y a pas de perte d'énergie parce que le chauffage qui va chez le voisin, le chauffage du voisin, il va chez vous aussi. Je grossis le trait à Midi Bâtiment, excusez-moi. Mais il n'y a pas de perdition. C'est ce qui va être lié à l'extérieur. Toiture, mur. Donc quand vous avez en plus une baie vitrée, les travaux, il faut refaire toute la baie vitrée. Pour que les joints des fenêtres, les murs des fenêtres, parce que vous avez le double vitrage, il y a le triple vitrage, il y a plusieurs choses. Donc tous ces normes ISO, plus c'est hermétique, plus ça coûte cher, etc. C'est très intéressant ce que tu dis, Pierre. Et ce qu'on peut dire également aux personnes qui nous écoutent, c'est qu'elles peuvent bénéficier d'un éco-PTZ si jamais, en fait, justement, c'est de la rénovation. Donc ça peut aller jusqu'à 50 000 euros. En fonction du nombre d'actions qu'il y a à faire, il faut que l'entreprise soit labellisée RGE. Très très important. Alors moi, je rebondis là-dessus. Je vais t'en franc-parler là-dessus. T'aimes pas trop ça? Non, c'est pas que j'aime pas trop ça. C'est une galère à faire. Hein. Non, non, mais parce qu'il y a les histoires de RGE. Attention, vous avez des sociétés qui ont cette labellisation. Les sociétés qui ont cette labellisation, vous allez avoir des frais qui vont être plus élevés. Okay. Pourquoi? Parce qu'elles savent que vous allez avoir récupéré de l'argent. Vous avez entendu parler des CPF. Oui, okay. CPF. Ouais. CPF, il y a des sociétés qui vont facturer la chose plus élevée parce que ça ne va rien vous coûter. Donc comme vous vous en foutez que ça ne coûte rien, eh ben, vous allez payer plus cher parce que c'est la CPF. Ça va dépendre aussi du montant des travaux. Si c'est des travaux d'isolation de 20-30 000 euros, il y a des banques qui proposent des prêts à la consommation, spécialement pour les travaux, on va dire verts, avec des taux plus avantageux. L'avantage de ça, c'est que c'est un prêt conso et pas un prêt immobilier, parce que l'éco-PTZ, c'est considéré comme un prêt immobilier, et donc il y a un formalisme beaucoup plus important, le montage, il est plus compliqué, il y a aussi le taux répo qui rentre en jeu, et il y a aussi des frais de garantie, etc. etc. Et puis on est, là tu te fais bien en parler, pour obtenir ces aides, c'est pas comme ça, hein. On est en France, hein. Donc les démarches, que vous soyez, parce que faut savoir que même quand vous êtes locataire, pas forcément propriétaire, vous pouvez avoir des aides par rapport à ça. Quand vous êtes propriétaire, avec ou sans crédit du coup, vous pouvez avoir des aides par rapport à ça. Toi, tu parles peut-être de ma prime rénov, parce qu'en fait, ma prime rénov, oui, il faut avoir des conditions de revenus, tandis que l'éco-PTZ, pour le coup, il n'y a pas de conditions de revenus. À partir du moment où on fait quelque chose pour de la rénovation, et ben on peut avoir cet éco-PTZ. Mais pour revenir à l'histoire du RGE, vous allez faire des travaux par une société qui est labellisée RGE. Okay, et vous êtes obligé de passer par là pour avoir tel prêt. Moi, je dis, si les prêts sont 10 000 euros, les frais sont 10 000 euros, okay, vous allez payer un surcoût parce que cette RGE vous facturez ça. Si en fait, ces 10 000 euros, vous les financez vous-même par une société qui n'est pas labellisée, mais qui va vous faire les isolations, il n'y a pas besoin de n'importe quel, entre guillemets, mais du bâtiment. L'isolation, c'est quoi? C'est le chauffe-eau, ça va être
du BA13, des placos BA13 pour faire un appartement dans l'appartement. Vitrage aussi. Voilà, aussi, du vitrage. Pas besoin de sentir de Saint-Cyr. Pas besoin forcément de Saint-Cyr pour faire ça. Donc la labellisation des RGE, quand ça va être pour des gros bâtiments, des trucs techniques, oui, mais quand ça va être pour un studio de 25 mètres carrés à Montreuil ou je ne sais quoi, où il faut surfacturer ça à 20 à 30% plus cher par une société qui fait du RGE, vous n'êtes pas forcément gagnant. Si vous avez des liquidités de côté, vous le faites ça par une société qui va vous mettre bien ça. Après, la personne, elle vient avec le diagnostiqueur et constate qu'effectivement que vous avez optimisé. Et en fait, ça revient au même. Tout à fait d'accord. Et après, toujours dans mon côté un peu franc-parler, mais le DPE, c'est... tu vas pas te faire des amis, Pierre. Non, mais moi, j'ai un ami qui travaille dans les DPE. Et lui-même... il te dit lui-même me le dit. C'est un business, hein. C'est un business. Mais non, mais c'est-à-dire que c'est non, mais c'est la vie, c'est que 2 mois pour se former, pour faire ça. Il y a plein de sociétés de DPE qui c'est la vie et la mort d'un propriétaire qui se joue sur une lettre en fait. Ouais. C'est une dinguerie. C'est-à-dire que il y a des fois, maintenant, il y a eu des normes, etc. Mais moi, j'ai eu pour mon premier bien un diagnostiqueur. Limite, il vient. Allez, l'idée. Allez, off. Je suis de mauvaise humeur ce matin, ça y est, je suis là. Donc, ils ont après rajouté des normes, etc. Mais le sujet du DPE, aujourd'hui, faire un diagnostic, c'est pas cher. Ok. Donc, quand c'est pas cher, c'est accessible à tout le monde. Et du coup, il y a aussi beaucoup de gens qui se forment rapidement. J'ai vu une personne sur LinkedIn, je fais une dédicace, Jérôme Bannon, qui avait mis passer de fleuriste à diagnostiqueur, il faut 2 mois. C'est ça. C'est un peu vulgaire, mais c'est vrai que voilà, c'est une opportunité. Comme je disais à l'époque des courtiers, quand les taux étaient bas, les boulangers, le fleuriste, le concessionnaire, ils voulaient être courtier immobilier. Aujourd'hui, ces mêmes personnes, il a envie d'être diagnostiqueur. Parce que il y a une financière incroyable. C'est comme courtier en énergie, ça marche beaucoup mieux, ça marche bien en ce moment. Ça fleurit dans tous les sens. Si à un moment donné on augmente et il y a une loi qui va passer en ce sens. Enfin, j'ai vu, je ne sais pas si c'est une loi, mais j'ai vu que Monsieur le maire, c'était un sujet important aujourd'hui, les DPE. Alors, il y a beaucoup de lobbying dans ces histoires-là, mais qu'il y avait une réflexion là-dessus pour durcir un peu les conditions et que d'un diagnostiqueur à un autre, on passe pas de F à D ou de trucs comme ça, parce que c'est du n'importe quoi. Là, je suis je dis pas que c'est la totalité des diagnostiqueurs, mais bien évidemment, la majorité sont honnêtes. Mais aujourd'hui, franchement, vous êtes diagnostiqueur, vous avez quelqu'un qui a un sacré patrimoine immobilier, d'immeubles, etc. Il y a moyen que une petite poignée de main ou un petit truc... ton DPE, écoute, j'ai un patrimoine de 3,5 millions. Finalement, c'est B. C'est B, c'est A. Voilà, je vais me faire une OBO, racheter mon patrimoine par ma SCI à l'IS, etc. Bon, et il y a moyen que... Donc, LBO, vente à soi-même. Faut préciser. Voilà, c'est vrai qu'en plus, les DPE A, B, franchement, c'est très rare. J'en ai quasiment jamais vu. Dans chaque fois, on a les c'est un neuf, quoi. Ouais, et encore, même dans le neuf, des fois, oui, mais pas toujours. Il faut savoir qu'il y a des choses qui sont... quand vous êtes au gaz, vous n'avez jamais au-dessus de C. Ouais. Voilà. Selon l'énergie, le fuel, le gaz ou autre, vous avez des limitations. Forcément. Quand vous avez des petites surfaces, le chauffe-eau joue énormément sur les DPE. Ça, faut faire attention là-dessus. Mais attention, c'est aussi une opportunité, parce que quand vous achetez un bien et que vous faites une décote sérieuse sur le DPE, vous pouvez avoir quelque chose d'intéressant. Mais quand c'est votre premier investissement, vous lancez pas là-dedans. Ça, je vous le dis droit dans les yeux. Vous faites votre premier investissement. Vous vous lancez sur un truc avec des travaux, vous voulez chercher un éco-PTZ, vous voulez chercher, il faut dommages ouvrables de l'artisan, devis. Préaction logement. Non, prenez un truc simple. Il y a déjà tellement de... Le truc est bien simple. La charge mentale que vous allez vous rajouter, elle va être comme ça. Tellement de conditions qui rentrent en jeu que... Donc oui, on va vous conseiller, oui, mais celui qui va vous conseiller, il a acheté 3 biens immobiliers, ok, il s'y connaît. Vous prenez pas la tête avec ça. Prenez quelque chose vraiment de simple et carré. Donc on était décalé un peu par rapport au neuf. Le DPE, c'est en même temps un avantage pour l'ancien.
en même temps un défaut parce qu'il faut être sûr de pouvoir financer les travaux. Si vous faites un prêt immobilier, si vous n'avez pas l'argent pour financer les travaux en apport et que votre endettement ne vous permet pas de le financer par la banque, vous n'aurez pas de prêt. C'est radical. F ou G, il faut avoir l'argent. Et il faut avoir un résiduel appropriation importante parce que dès l'instant où vous avez un travaux sur un bien, la banque va faire encore plus attention. Il y a des banques qui vont vous demander si un financement travaux, 15 000 euros minimum après opération, parce que quand vous faites un devis pour des travaux, en général, il y a toujours un petit quelque chose supplémentaire à rajouter. Okay, parce que quand en cours de travaux, l'entrepreneur va voir que ah oui, j'avais pas vu qu'il allait avoir ça, il va rajouter, il peut avoir des petites choses à faire après. Donc la banque va faire attention à ce que vous ayez une marge supplémentaire pour que vous ayez de l'argent à investir encore. Comme quand vous achetez dans le neuf, la banque elle va vous demander une marge supplémentaire parce qu'il faut l'équiper le bien neuf après. Okay, il faut mettre des meubles dedans, etc. Frigo, donc il faut faire attention. L'avantage du neuf, les frais de notaire. Ah, pourquoi? Parce que les frais de notaire qu'on a dit tout à l'heure entre 6 et 10%. Ils sont en moyenne de 2,5% dans le neuf. Oh, ça fait une belle différence. Ok, ça va de 2 fois, ils peuvent être offerts de 2 par à 3,5. Ouais, la société qui fait la construction. En ce moment, ils peuvent être très facilement offerts. Ouais. Très facilement. On est dans un contexte un peu de crise. Je sais pas pourquoi je dis un peu. On est dans un contexte de crise pour le neuf, où effectivement, il peut y avoir des décotes sur le prix. Vous avez des promoteurs qui font des décotes d'un certain montant par pièce. On peut avoir 10 000 euros par nombre de pièces. Nexity, là, qui fait la tête. Voilà, notamment. Et du coup, et des frais de notaire aussi qui peuvent être bas. Le neuf est intéressant aujourd'hui parce que, en se projetant, aujourd'hui, vous achetez un bien neuf. Vous pouvez l'acheter moins cher en négociant, ce qui était un peu plus difficile avant. Vous pouvez avoir des frais de notaire gratuits. Et même si les taux sont plus élevés aujourd'hui, on sait plus ou moins que les taux vont baisser. Et on n'a pas de boule de cristal, encore une fois. On n'a pas de boule de cristal, mais... Merci, Madame Myriam. L'historique montre que dans l'historique, on monte, on baisse, on monte, on baisse. On ne va pas rester 10 ans à tel niveau. Donc, les taux vont baisser. Alors évidemment, s'il y a une guerre mondiale en Ukraine, en Israël... et sur d'autres coins de la planète, évidemment, ça va être un peu plus compliqué. C'est les éléments macroéconomiques, bien sûr. Voilà, on va pas se mentir. Mais on est quand même, et depuis janvier, on voit qu'il y a une baisse des taux. Et je crois que les taux directeurs, dès l'été, vont sûrement baisser. Ouais. Donc, ils devraient accroître les choses. Donc, dans 2 ans, 3 ans, on revient à des taux. On ne sera jamais au taux de 1,50. Il ne faut jamais dire jamais, mais... Si les taux baissent, on va peut-être être à 2,5 ou quelque chose comme ça. Donc, acheter dans le neuf aujourd'hui à un prix plus bas, avec des frais de notaire qui vont réduire votre apport, parce que, rappelez-vous, j'avais dit 10%. Si on est à 2,5, on va plutôt être à 4% d'apport. 2,5 pour les frais de notaire, 1,5% pour les frais de garantie. Si les frais de notaire sont offerts, on va être avec 1,5% d'apport. Quand on est jeune, qu'on rajoute dedans le PTZ, alors il y a une nouvelle réglementation du PTZ qui permet encore d'avoir un PTZ plus important. Mais, qui favorise pour les classes moyennes, si je ne dis pas de bêtises. Mais en général, entre guillemets, vous pouvez avoir un PTZ de 60 000 euros. Il faut regarder les revenus L-2, mais voilà. C'est ce que j'allais dire, en fait. Des revenus du nombre de personnes au foyer aussi. Voilà, exactement. Nombre de personnes au foyer, revenu fiscal de référence. Mais aujourd'hui, vous êtes jeune, si vous êtes éligible à telle ou telle chose, vous avez 60 000 euros de PTZ, 30 000 euros d'action logement, vous avez déjà 90 000 euros, 60 000 qui vont être à prêt à taux zéro et 30 000 qui vont être à 1 ou 1,5%. Donc ça va augmenter votre capacité d'emprunt parce que si sur un prêt à 200 000, vous avez 60 000 à prêt à taux zéro et 30 000 d'action logement, ça baisse. Si en plus vous êtes dans une banque, comme c'est du neuf, et qu'aujourd'hui il y a une prime au DPE, et vous êtes à des DPE qui sont assez minimum, vous allez avoir des banques qui vont, déjà pour les primo-accédants, vous permettre d'avoir 10% du montant du prêt à taux zéro, plafonné à 30 000 euros. Alors c'est pour les banques. Pour les banques. Hein. Mais je sais pas si ça dépend des banques. Chaque banque a une offre. Je sais pas si dans vos banques. Par exemple, ça peut être 20 000 euros le max. Oui, c'est ça. Et des fois c'est 0% ou des fois c'est d'autres offres en fait. Voilà. C'est pas forcément 0%. Moi, dans la banque dans laquelle je suis, DPE A, B ou C, c'est 10% du bien à taux zéro.
Voilà, c'est ça que j'avais avec un plafond. Ouais, par contre, nous, c'est pas lié au DPE, hein. C'est lié au fait qu'on soit primo-accédant et qu'on ait moins de 30 ans. Donc en gros, ça, plus ça, plus ça, plus ça, dans le neuf aujourd'hui, voilà. Attention par contre aux contreparties, quand vous prenez un bien avec un prêt à taux zéro, vous ne pouvez ni le louer, ni le revendre dans les 6 premières années. Si vous achetez un bien dans le neuf, qui a un autre avantage, c'est la TVA à 5,5. Ça, c'est dans les zones populaires. Au lieu d'être à 19,6 ou 20 et quelques, je ne sais plus, vous êtes à 5,5. Donc, au lieu d'un bien qui vaut 230 000, vous allez peut-être l'avoir à 190 000 ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas le ratio, mais ça fait une baisse considérable. Du coup, ça peut être intéressant. Mais attention, qui dit TVA à 5,5 dit impossibilité de vendre le bien ou de le louer. En tout cas, le garder en résidence principale, cette fois pendant 10 ans. D'accord. Alors, il y a des clauses. Mobilité professionnelle, séparation, rupture de Pacs, divorce, etc., qui peuvent vous permettre quand même de revendre le bien ou de louer, mais faites attention à ça. Pour résumer, Pierre, parce que là on s'est un peu égaré. Le sujet, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup du DPE, les avantages vraiment inconvénients d'acheter dans l'ancien et dans le neuf. Il y en a partout, prix négociable. Quoi qu'il arrive, quelles que soient les années ou quoi aux caisses. Vraiment peut-être un terrain avec si vous avez l'apport qu'il faut pour financer les travaux, un DPE bas, ça peut vous permettre de faire des belles offres. Le neuf, frais de notaire beaucoup plus bas, voire offert. Donc pour des personnes qui ont peu d'apport, le neuf, c'est vraiment une porte-clé. Vous prenez un bien à 200 000 euros, sur de l'ancien, il faut 20 000 euros d'apport minimum. Alors que dans le neuf, vous allez avoir 5 000 à 10 000 euros d'apport. Si les frais de notaire sont offerts, vous allez avoir 3 000 euros d'apport. C'est considérable. On va aborder la dernière partie, parce que ça fait un petit bout de temps qu'on tourne. Est-ce que vous voulez faire la dernière partie? On l'a fait brièvement. Ouais, c'est ça, fiscalité de l'immobilier. 5-10 minutes grand max. Histoire de synthétiser. Voilà, exactement. Alors, à la rigueur. Non, blague à part, ça fait 3h30. Ah ouais. À la rigueur, Pierre, peut-être il reviendra pour parler plus en détail sur certains points. Mais tu peux nous faire un petit brief sur l'imposition des revenus locatifs. Il y a différents régimes. Allez, on va prendre LMNP peut-être et bien sûr. Et LMP. Enfin voilà. Alors vraiment le locatif. Donc déjà il y a plusieurs moyens de louer. Si on est en particulier, on va pas prendre des sociétés, sinon c'est compliqué. C'est vous louez en nu ou vous louez meublé. Ok. Donc quand vous louez, et après il y a des impératifs. Quand vous louez en nu, c'est un bail de 3 ans, tacitement reconductible, encore 3 ans. Okay, donc le pouvoir, il est du côté du locataire, parce que c'est difficile de libérer le bien, il faut fournir un préavis 6 mois avant la fin du bail. Okay, selon le montant de l'investissement, où vous allez être sur un prélèvement forfaitaire obligatoire, qui c'est 30%, okay, où vous allez être en réel. Ah oui, c'est un abattement 30%, tu vas dire. Exactement, l'abattement 30%. Où vous allez être en réel. Le réel, c'est, si je fais une comparaison pour les gens qui sont indépendants, c'est vous allez pouvoir déduire un maximum de charges. Comme quand vous êtes indépendant, vous allez au restaurant, vous le déduisez, vous achetez une cravate, une voiture, vous déduisez. La déclaration d'impôt. Exactement. L'abattement de 10% ou les frais réels. C'est exactement ça. Ouais, c'est exactement ça. La même chose, et donc, du coup, vous avez ce choix-là. Quand vous avez, comme moi, ma studette, il vaut mieux prendre les 30% parce que vous n'allez pas avoir des charges de c'est 30%, fou, c'est pas 50, c'est 30. Non, ça dépend si t'es en meublé ou si t'es d'accord, ok. Là, je mets en nu de mémoire, c'est à 30%. C'est 30%, ouais, c'est ça. Donc voilà. Si par contre, effectivement, vous êtes en meublé, alors les contraintes sont plus favorables en propriétaire parce que la durée, elle est de 1 an. Quand je dis meublé, je ne compte pas le Airbnb, je parle meublé, contrat de 1 an. Très important pour une banque, elle va tenir compte, même si vous êtes en meublé, courte durée, d'un abonnement, d'une location d'1 an. Les banques ne tiennent pas compte des locations en Airbnb, vu complexité au niveau de la loi, etc. Donc en meublé, ça va être un an, vous pouvez libérer. C'est plus facile de libérer le bien parce que le préavis c'est 1 mois je crois ou avant la fin du bail. L'avantage du meublé, c'est que au niveau de la fiscalité, vous pouvez déclarer la valeur du bien. Vous achetez un bien à 200 000 euros,
vous pouvez, au niveau de la fiscalité, déduire 4 à 5% en moyenne, arrêtez-moi si je me trompe, de la valeur du bien. Donc c'est aussi pour ça que les gens font beaucoup de meublés, parce qu'au niveau de la fiscalité, comment ça, 4-5% c'est-à-dire que votre bien vaut 200 000, et ben vous prenez 4% de cette somme-là, et sur vos déclarations annuelles, okay, là où dans le nu, vous déclarez la fiscalité des intérêts, okay, dans le meublé, vous allez pouvoir amortir. L'amortissement du bien. J'avais pas compris ce que tu disais, oui. Amortir le bien. Oui, ok. Okay. C'est ça. Ouais. Et l'avantage, c'est que même si vous achetez un bien cash, bah, vous pouvez quand même amortir le bien, même si vous n'avez pas d'intérêt du crédit. Bien sûr. Et c'est pour ça que il n'y a pas besoin d'avoir des gros intérêts de crédit ou faire du 25 ans quand vous faites du meublé, parce que vous allez beaucoup plus être rentable fiscalement sur l'amortissement des biens que sur celui des intérêts déductibles. Parce que c'est intéressant ce que tu as, oui, en effet, au réel, on peut déduire via des amortissements, également les intérêts, la taxe foncière, une assurance propriétaire de les travaux aussi. Si on a une, les travaux, je crois que sur l'année N, on fait les travaux. 12 000 € par an, je crois, quelque chose comme ça. Voilà. Après, il y a d'autres choses qu'on peut mettre également dans les charges, mais on va dire que c'est principal. La gestion locative, généralement qui fait 10% si on en fait. Donc oui, il y a plein de choses qu'on peut mettre. Mais en fait, c'est lié à son patrimoine. Quand vous dis, vous avez une studette qui vaut 100 000 € au réel, dans du nu, voilà. Donc, qui fait du nu sur une studette aujourd'hui? Généralement, tout le monde fait du meublé. Pour 800 mais voilà. Après, en gros aussi, c'est ça. C'est toujours quand même mieux de faire du meublé, surtout pour des petites surfaces. Déjà parce que ça coûte moins cher de meubler un studio ou un 2 pièces qu'un 4 pièces. 4-5 okay. Et parce que quand on est sur du 4-5 pièces, on est sur un montant plus élevé. Et du coup, le réel peut quand même aussi être intéressant. Et quand on est sur du 4-5 pièces, hormis si on fait de la colocation, on va être sur un profil de famille. Et on est plutôt à privilégier des durées longues de personnes qui vont rester longtemps dans l'appartement. Parce qu'on n'a peut-être pas l'intention de le revendre rapidement. Alors que sur des petites surfaces, selon qu'on ait une plus-value à refaire rapidement parce que tel tramway ou tel métro va arriver, on a plutôt besoin d'une mobilité du locataire en tant que propriétaire pour pouvoir revendre le bien vide et faire une opération intéressante. N'oublions jamais que quand vous revendez un bien qui est présenté en locatif, vous avez une taxe sur la plus-value. Quand vous vendez un bien qui est résidence principale, vous n'avez pas de taxe. Exception faite, si vous revendez un bien qui est en locatif, si dans les 2 ans qui suivent la vente de ce bien, vous achetez une résidence principale et qu'en gros vous investissez une partie de la plus-value dans l'achat d'une résidence principale, vous allez être exonéré. D'accord. Moi j'ai acheté quand j'ai vendu ma studette, pendant 2 ans, voilà, j'ai été exonéré et au bout de 2 ans, s'il n'y a rien qui se passe, eh ben vous allez payer la taxe sur la plus-value a posteriori. Mais c'est important, parce que tout le monde croit qu'il y a toujours une taxe sur la plus-value sur le locatif. Non, si vous vendez le bien, vous rachetez une résidence principale sous les 2 ans après la vente de ce bien locatif, vous échappez à la taxe sur la plus-value. Et aussi, Pierre, il y a la durée de détention. Puisque si on garde le bien pendant 22 ans, eh bien on n'aura plus, on sera exonéré au niveau de l'impôt sur le revenu. Et après on n'aura plus que les prélèvements sociaux à payer pendant 8 ans. Et après, si on garde 30 ans, là, il y a je ne suis pas rentré là-dedans parce qu'on devait faire un peu court. C'est ça, si tu es d'accord, David, je pense que là, mais ça, je pense qu'il faut avoir un autre sujet pour l'achat via société, via les différentes fiscalités. Tu conseilles finalement de prendre du meublé au niveau de la fiscalité. Exactement. Je conseille aujourd'hui de prendre du meublé au niveau de la fiscalité, au niveau du loyer aussi. Parce que quand on prend du meublé, on peut majorer le loyer parce qu'on investit. Mais attention, il faut vraiment investir. Il y a une réglementation dans le meublé. On doit fournir un tel nombre de services au client. Le client doit pouvoir cuisiner, doit pouvoir dormir et doit avoir quelques fourchettes, quelques cuillères, quelque chose de bien de première nécessité. De 15 à 20% environ, Pierre, qu'on peut augmenter le loyer. C'est ça. Et il n'y a pas non plus, on passe pas de 600 € à 1200 € non plus. Non, bien sûr. Mais voilà, il y a un encadrement. Mais ce que je veux dire, c'est que meubler, ça ne veut pas dire j'achète un canapé clic-clac et puis c'est un meublé. Non, il faut bien suivre la réglementation, sinon le locataire peut très bien vous attaquer par la suite. Acheter les meubles qu'il faut, c'est ça. Une bouilloire, si je dis pas de bêtises, un lit. C'est ça. Et attention, n'allez pas chercher du luxe dans les meubles, etc. parce que ça peut se détériorer aussi rapidement et c'est un investissement. Et comme vous pourrez pas forcément augmenter le loyer à hauteur de votre investissement,
Voilà, vous allez chez Ikea, ce genre de... Conforama, il faut que j'en trouve d'autres. Ah, Merci. BM. Et voilà, vous mettez le nécessaire et puis ça suffit. Ça nous fait un bon teaser. Ce qu'on te propose, Pierre, c'est que tu reviendras peut-être pour parler de manière plus détaillée de l'investissement locatif, les différents régimes, etc. Parce qu'on n'a pas tant abordé que ça. Puis après, c'est vrai que ça devient un petit peu long. Exactement, en fin d'année, par exemple, faire un bilan de l'année 2024, ça pourrait être super intéressant. Sur l'immobilier et 2024. pour aborder des choses qu'on n'a pas, par exemple des villes sur lesquelles on pourrait investir, bien sûr, être plus précis sur certains points. Et on sait que c'est un domaine qui est très complexe, parce que Pierre a donné beaucoup d'informations, Anthony et moi également. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous contacter si jamais vous avez des questions, et à poser des questions sur les commentaires, que ce soit sur YouTube ou sur Spotify. Il est l'heure de conclure, Anto? Il est l'heure de conclure, exactement. Mais... Il y a une petite expression pour terminer ou pas là? Ah, il n'y a pas de café. Ah, c'est... Non, là, ça n'a pas trouvé encore ça. Prise sur le fait accompli, j'en ai pas, mais on va voir si ça nous vient. Si t'en as une, Pierre, n'hésite pas. Pierre qui mousse, n'amasse pas mousse. Ouais. Le doigt de vous la jeter, non? C'est pas ça? Je sais plus c'est quoi le truc. Pierre... Non, ma conclusion, ça va être... ma conclusion par rapport à moi, c'est que... À très vite, voilà. Salut. Non, si vous faites un investissement immobilier, quel qu'il soit, soyez accompagnés et faites un point sur votre situation avant de trouver le bien. Ça, c'est capital. Ok. Comme on l'a dit plusieurs fois dans la vidéo, vous pouvez contacter Pierre sur LinkedIn. Oui. Donc, sur LinkedIn, imo.s sur LinkedIn. Et j'ai mon site internet imo5s. On affichera où j'accompagne beaucoup de personnes dans l'ensemble sur le crédit immobilier, mais sur la recherche du bien, sur certains placements, etc. On mettra tous les liens des différents réseaux en description de Pierre. Merci Pierre. Merci Anthony. Merci David. Et puis si vous souhaitez participer à Café au verre d'eau, soit en tant qu'expert sur une thématique liée à la gestion de patrimoine, comme Pierre sur l'immobilier, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a un formulaire qui est disponible en description. Et si vous souhaitez aussi participer, mais plutôt en tant qu'invité, qui sera entre guillemets coaché par David et moi-même, et sur lequel nous pourrons apporter nos préconisations en fonction de vos besoins et de vos projets, il y a également le formulaire en description. David, c'est l'heure de conclure. Tu as quelque chose à ajouter ? Non, mais écoutez, merci de nous avoir écoutés. Et puis à bientôt. Et à très bientôt. Ciao. Ciao.